sont partout. Allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro. Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, donc, je vais vous retrouver pour le deuxième jour. Vous parler en fait du deuxième jour au Festival d'animation d'Annecy. Tout va bien, on va dire. Il fait soleil. À Annecy, c'est un peu compliqué parce que il fait souvent soleil, il pleut. Bon bref, je parle de la météo, super. Mais on va surtout parler de films, évidemment. Et donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler donc de 4 séances à laquelle je suis allée. D'abord, je vais vous parler du film Sauvage de Claude Barras. Normalement, Robin vous en avez déjà parlé au cours donc du Festival de Cannes. Ensuite, je vais vous parler donc de 2 séances de court-métrage, une qui était dédiée à la danse et la deuxième qui était dédiée donc à l'animation portugaise, comme je vous en avais déjà parlé lors de l'épisode précédent. Et enfin, je vais finir par un long métrage qui s'appelle El Sueño de la Sultana, qui était donc dans la catégorie contre-champ pour le Festival d'Annecy. Donc je vais commencer de suite donc avec le film Sauvage de Claude Barras, qui est en compétition officielle. Donc Claude Barras, c'est le réalisateur donc de Ma vie de courgette, vous devez sûrement le connaître pour ça. Il a aussi fait beaucoup de courts-métrages, et lui, sa spécialité, c'est vraiment la stop motion, et c'est donc un film en stop motion. Ce film va parler donc de l'histoire d'une petite fille qui vit dans la forêt de Bornéo et qui est en fait confrontée à la déforestation et qui au fil de l'histoire en fait va renouer avec sa famille et également adopter un bébé orang-outan. Donc déjà très rapidement, ce petit orang-outan est juste adorable, c'est déjà un énorme point positif pour le film. Et après sinon, le propos principal du film en fait, comme on va dire son nom l'indique, Sauvage, va en fait questionner qui sont les vrais sauvages dans une situation pareille. Est-ce que c'est donc, comme on pourrait penser, les peuples indigènes en fait qui vivent dans ces forêts, ou est-ce que c'est pas plutôt les gens, les Européens qui arrivent pour déforester en fait. Donc forcément en fait c'est un message qui est super important, qui est d'autant plus que j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai eu l'impression que c'était plutôt du point de vue donc de ceux qui vivent vraiment dans les forêts, qui les connaissent et qui les respectent. De plus, ce que j'ai apprécié et ce qu'on retrouve notamment dans Ma vie de courgette de Claude Barras, c'est le fait que ça soit aussi du point de vue des enfants. Il y a vraiment une façon très juste en fait d'écrire les personnages des enfants. Et en plus, voilà, il y a ce propos écologique qui va s'ajouter. Malgré tout, ce que je pourrais un petit peu critiquer dans ce film, malgré le fait que voilà, ça soit un film qui est très mignon, qui est une belle aventure, il est vraiment très beau. Et voilà, le message est super important, mais le message, je trouve qu'il est un peu appuyé. C'est pas très subtil, en fait, dans la façon dont c'est dit. Le propos est littéralement verbalisé par un des personnages. Donc voilà, je pense pas que le parti pris était la subtilité, mais plutôt que ça soit la clarté, puisque c'est aussi donc un film qui est destiné à un public d'enfants. Et pour le coup, c'est nécessaire, en fait, ce type de film. D'autant plus qu'il y a aussi une réflexion sur l'activisme que j'ai trouvé assez intéressante. C'est-à-dire comment, en fait, on décide d'agir pour les causes qui nous sont chères. Un autre aspect que j'ai trouvé très, très beau, c'est-à-dire qu'il y avait tout un propos sur le retour aux racines. À la fois le retour à la terre, c'est-à-dire une façon plus respectueuse de vivre, c'est un petit peu ce processus que va vivre donc la protagoniste, la petite fille, mais également un retour à la famille, aux ancêtres, puisqu'en fait elle va retrouver sa famille, donc ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, son cousin, desquels elle avait été séparée pendant longtemps. Donc vraiment, il y a tout ça que j'ai trouvé assez beau et vraiment intéressant à exploiter, en fait, à mettre en parallèle. Il y a quelque chose qui me questionne un petit peu, c'est-à-dire que j'ai apprécié, en fait, le fait que donc ce soit vraiment les populations locales, en fait, qui soient mises en avant, que ce soit de par leur langue, leur éthique et leur façon de vivre qui était vraiment montrée à travers le film. J'ai vraiment apprécié ça, mais c'est vrai que je me questionne quant au point de vue qui est adopté, c'est-à-dire que est-ce que la vision qui est portée n'est pas trop occidentalisée, est-ce qu'elle n'est pas stéréotypée? Et ça, pour le coup, c'est difficile de se positionner, mais c'est vrai que ça questionne. Mais bon, je trouve quand même que c'est un bon point en fait de représenter ces personnes comme des personnages qui sont tout aussi intéressants et même qui peuvent nous apprendre en fait beaucoup au sein donc de cette histoire. Donc voilà, c'est un très joli film avec un joli message et si je me trompe pas, il sera en salle en octobre, quelque chose comme ça, donc j'ai hâte d'avoir vos retours également. Je vais passer à la séance de court-métrage donc sur la danse. Donc il y a aussi au Festival d'Annecy actuellement toute une
on va dire, une sélection en fait autour des thématiques de la danse et de la chorégraphie. La séance que j'ai vue se centrait sur la représentation du corps, donc de la présence corporelle, et en particulier de la technique de la pixilation. Donc en fait la pixilation c'est un peu comme la stop motion, mais c'est une technique qui ne nécessite pas forcément d'utiliser donc des objets immobiles, et donc souvent, dans ce cas-là en tout cas, la pixilation se fait avec des corps humains. Donc en fait ce sont des courts-métrages qui étaient assez surprenants puisque c'était de l'animation, mais c'était des corps humains qui étaient animés en fait. Donc il y avait plusieurs courts-métrages forcément dans cette séance. Je vais pas forcément vous parler de tous, d'autant plus que je sais pas si j'étais particulièrement sensible en fait à tous les programmes de cette sélection, mais celui qui m'a le plus marqué, en fait c'est le plus connu, le plus classique, et du coup un film que je pense que vous pourrez trouver très facilement si vous voulez le voir. C'est donc Pas de deux de Norman McLaren, qui date de 1967. Donc c'est un film en fait qui montre un ballet classique, mais qui est montré à travers des effets optiques, et donc pour souligner en fait la beauté des mouvements. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce film, mais je l'avais jamais vu. Je crois que j'avais juste vu des images, et de le voir en vrai sur grand écran, c'était magnifique. Ça m'a vraiment époustouflée. En fait, le mouvement est en quelque sorte décomposé avec les effets de cinéma. On va avoir des mouvements de danse qui se figent et d'autres qui s'actionnent. On a des jeux de miroirs, de reflets, et c'est vraiment magnifique, c'est captivant. On a vraiment une sensation de sorte de fantôme en fait du corps, de fantôme du mouvement qui viennent danser. Les interprètes se dédoublent, c'est vraiment magnifique. Ça m'a tout simplement époustouflée. Donc si vous pouvez voir, ou si vous l'avez peut-être déjà vu, Pas de deux de Norman McLaren, c'est un super film. Et donc voilà, le suite de la programmation, découlée en fait de ce film-là, qui est un peu un film pionnier dans le cinéma, dans le rapport entre le cinéma et la danse. Ensuite, j'ai également vu donc une autre séance de court-métrage dédiée à l'animation portugaise, et en particulier dédiée à des réalisatrices portugaises d'animation. Dans cette sélection-là, il y avait beaucoup de films que j'ai vraiment appréciés. Donc ça va être un peu difficile de choisir, mais je vais passer rapidement sur 3 ou 4 courts-métrages donc, qui m'ont vraiment marqué. Donc le premier de la séance s'appelait A Menina Parada de Johanna Tost, qui a été réalisé en 2021, et qui en fait raconte l'histoire d'une petite fille qui a égaré sa mère et qui décide de s'immobiliser au milieu d'une route. Et ensuite, on a un personnage d'un policier qui va décider de la protéger et de dire donc si elle veut pas bouger, elle bougera pas. Et en fait, à partir de juste ce petit élément déclencheur, ce petit événement, en fait, il va prendre des proportions gigantesques, et ça va impliquer tous les automobilistes, mais également de la ville. Je pense que l'État, on en parle à la télé. En fait, c'est rigolo de voir comment ce petit événement va prendre des proportions gigantesques. C'est absurde, mais c'est aussi juste adorable. C'est vraiment très mignon, très, très ludique. La façon dont c'est représenté, c'est très beau et c'est très chouette. Ça m'a donné un peu des petites vibes du film Linda veut du poulet, pour ceux et celles qui l'ont vu et qui était l'année dernière à Annecy, puisqu'il y a un peu ce visuel de taches colorées sur des lignes noires, et aussi ce rapport à l'enfance en fait, cette place en fait qui est donnée à la petite fille, et le respect en fait qu'on donne aussi à ses décisions. Donc voilà, c'est un film très très mignon. Ensuite, dans un autre registre, j'ai vu un film qui s'appelle Sopa Fria de Marta Monteiro, réalisé en 2023. Celui-ci aborde donc des sujets plus difficiles, puisqu'il parle de violence conjugale. Il est réalisé à la base de dessins et de papier découpé. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans celui-ci, c'est qu'il va utiliser de nombreuses en fait, métaphores visuelles pour parler du vécu en fait, de ce type de violence, des violences conjugales, des violences domestiques. Et donc, ça va être vraiment beau, la façon dont c'est représenté, avec vraiment des images d'un personnage qui est submergé par l'eau, des pièces qui se rétrécissent. En fait, il va vraiment utiliser des fortes images visuelles qui marquent, enfin en tout cas moi qui m'ont vraiment marqué, pour transmettre en fait le vécu et le ressenti de ce type d'histoire. Et bon, je veux pas en dire trop, mais ça finit bien, donc ça fait aussi toujours plaisir de voir de l'espoir en fait dans ce type d'histoire. Ensuite, un autre court-métrage de cette séance, il s'appelait La Veste Rose de Monica Santos, réalisé en 2022. Celui-là est un petit peu différent, il est un peu original, il sort des cadres, on va dire, puisque c'est un film en stop motion, c'est une comédie musicale,
et il parle de la vie d'un sous-officier de la dictature portugaise, qui s'appelle Rosa Casaco. Et donc déjà, on a quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire faire une comédie musicale sur la vie d'un officier de la dictature. Mais en fait, ce que le film va utiliser quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'il va jouer sur le double sens lié en fait au nom de cette personne réelle qui s'appelle donc Rosa Casaco. Et Rosa Casaco, en portugais, ça veut dire veste rose. Et donc, il va jouer sur ça, et donc tous les personnages du film seront représentés par des petites vestes. Donc lui, ce sera une petite veste rose. Et donc, grâce à ça, et grâce au fait aussi donc, que ça soit une comédie musicale, comme j'ai dit, qui est chantée, toute la narration est chantée, ça va permettre en fait de représenter ce qui s'est passé dans la dictature, notamment les horreurs de la dictature, mais de les représenter de façon beaucoup plus accessible en fait, et de façon super intelligente. Par exemple, je pense à une scène qui veut parler en fait et montrer la torture que ce personnage-là a effectuée donc sur les opposants au régime notamment. Mais ça sera fait à travers donc des métaphores de la couture, par exemple, puisque tous les personnages sont des petites vestes. Donc on a l'horreur qui est suggérée en quelque sorte, mais qui n'est jamais montrée, ce qui fait qu'on comprend, sans voir des images horrifiques, mais c'est toujours vraiment intelligent dans la façon dont c'est montré. Et si je me trompe pas, je crois bien que ce film était coproduit par Arte, donc peut-être qu'il sera trouvable à un moment donné sur la plateforme. Et enfin, je vais finir de parler de cette séance de court-métrage avec le film qui a été mon préféré, qui s'appelle La fille aux grands yeux et le garçon aux grandes jambes de Maria Espagnol, qui a été réalisé en 2023. Donc ce film est en stop motion, et c'est une sorte d'histoire de rencontre, ou peut-être d'amour entre deux personnages, qui est en fait racontée par un narrateur. Et ce narrateur, moi, il m'a beaucoup fait penser au narrateur d'un Amélie Poulain, c'est-à-dire qu'il va faire des liens, raconter des petites anecdotes, se concentrer sur les détails, et ce qui va créer beaucoup de poésie en fait dans la façon dont cette histoire est racontée. C'est vraiment très beau, et donc voilà, toute cette histoire, ça, c'est les rapprochements, les éloignements entre ces deux personnages, leur vie séparée, leurs problématiques chacun, comment ces personnages sont complémentaires, mais peut-être un peu trop pour finalement être ensemble. Ça parle de la quête du bonheur, de comment les gens essaient de s'améliorer, de se connaître, d'améliorer leur estime de soi. C'est vraiment un film qui est très beau, vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, et que j'ai beaucoup aimé, surtout la façon dont finalement tout ce film parle de la relation entre ces deux personnages, mais plus que de parler de comment ils sont ensemble, c'est un film qui va parler de comment ces deux personnes sont des personnes distinctes avec des individualités propres. Et le film se termine avec une phrase qui m'a bouleversée, qui disait qu'ils ne pouvaient faire autre chose qu'être eux-mêmes. Donc je trouvais ça magnifique, cette inévitabilité d'être soi-même. Donc voilà, c'est un film qui est très récent, puisqu'il date de 2023, mais j'espère qu'il sera accessible un jour, parce que j'ai juste une hâte, ça serait de le revoir et de le montrer à beaucoup de gens. Et donc je vais clôturer cet épisode avec le dernier film, le dernier long métrage donc, que j'ai vu hier, qui est El sueño de la sultana de Isabel Erguera. C'est donc un film espagnol qui a été présenté dans la catégorie contre-champ, et qui parle donc du voyage d'une jeune femme à travers des pays. Donc on la voit parcourir l'Inde, donc l'Espagne, l'Italie. Il y a aussi de nombreuses rencontres, et en fait elle va aussi être confrontée à de nombreuses histoires, des contes en fait qu'elle va découvrir, et qui vont en fait se manifester aussi dans le film. Le film va aussi en fait surtout se centrer autour du conte qui donne son nom à l'œuvre, c'est-à-dire donc le rêve de la sultane. C'est un conte qui parle en fait une sorte d'utopie qui a été écrite par une autrice indienne, si je ne me trompe pas, qui raconte l'histoire d'un pays imaginaire qui s'appelle Ladyland, où les femmes ont pris le pouvoir et en fait ont créé un monde beaucoup plus respectueux, une utopie où c'est les femmes qui sont au pouvoir, qui gèrent toutes les affaires de façon beaucoup plus saine, et en fait où les hommes sont juste forcés en fait à vivre à l'intérieur. À partir de ce point de cette petite nouvelle en fait qui va initier le film, on va avoir donc toute une réflexion de la part de la protagoniste en fait, qui elle est confrontée à cette histoire. Ça va être une réflexion donc voilà sur le féminisme, sur le droit des femmes dans tous les pays qu'elle va traverser. Donc c'est un film qui est vraiment très beau visuellement, il est super riche et super beau. Toute l'histoire aussi,
c'est un voyage et moi je me suis vraiment laissée bercer par ce voyage. Après, s'il y a une reproche que je peux faire, c'est que c'est quand même un film qui est assez décousu dans la narration. On se demande parfois où est-ce que la réalisatrice va en venir, puisque voilà, il y a beaucoup d'imbrications d'histoires dans des histoires, des voyages. Au bout d'un moment, on sait plus trop en fait quel est vraiment le but de l'histoire, quel est le but de la protagoniste. Mais personnellement, voilà, je me suis quand même laissée porter par cette belle aventure et par aussi cette réflexion sur le rêve, puisque voilà, toujours le titre du film parle de rêve, à la fois celui qu'on fait en dormant, mais aussi celui qu'on fait éveillé, c'est-à-dire quels sont nos rêves, nos espoirs, et cette réflexion sur qu'est-ce que pourrait être aussi une utopie. Donc le film aborde voilà beaucoup de sujets, peut-être un peu beaucoup, pour vraiment être assez efficace dans son traitement en fait de la narration. Mais c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a bien bercé, on va dire, et qui a très bien fini ma journée d'hier. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire pour les films que j'ai vus. J'ai vu plein de choses et plein de choses vraiment chouettes, donc je suis très contente et j'espère que ça va se continuer par la suite. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve demain avec aussi, j'espère, un super programme comme pour cet épisode. Je voulais aussi préciser merci beaucoup pour tous vos retours par rapport au premier épisode, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et donc en attendant qu'on se retrouve, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Encore merci, des bisous et à demain. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.